cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors à la question, c'est quoi un bon amant? Eh bien, figurez-vous que la plupart des femmes vont répondre: c'est un homme qui est attentif à ce que j'aime, qui m'écoute. D'ailleurs, quand elles disent qu'il m'écoute, elles veulent plutôt dire qu'il soit à l'écoute de mes ressentis. Seulement, le problème, c'est que de nombreuses femmes ne sont pas très expressives, mais de toute façon, bien des hommes pensent que pour être un bon amant, il faut d'abord et avant tout être en érection et la tenir longtemps, cette érection. Alors certes, c'est vrai pour une certaine catégorie de femmes, mais comme la plupart jouissent en amont du coït, c'est pas forcément toujours l'essentiel. Bref, les femmes se sont libérées, elles savent mieux ce qui leur convient. Alors ça pourrait sembler arranger les choses, mais c'est parfois l'inverse qui se passe, parce que les hommes, du coup, ils perdent un petit peu ce sentiment de dominer le rapport, et donc ils perdent un petit peu leurs moyens. Donc je vous propose qu'on fasse un petit peu l'état des lieux, et c'est en compagnie de Vincent Hupertan qui est avec nous, qui est urologue et sexologue et qui connaît bien justement les hommes. Alors on vous invite aussi à venir nous dire ce que vous en pensez et qu'est-ce que c'est que pour vous un bon amant, mesdames. Vous pouvez réagir bien sûr en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Vincent Hupertan. Bonjour Brigitte. Alors justement, vous les recevez ces hommes tous les jours. Est-ce qu'ils savent ce qu'attendent les femmes ou pas? Le problème en matière de sexe, c'est qu'on ne communique pas assez. C'est que chacun se fait une idée de l'autre. Les femmes pensent que les hommes c'est ça, donc et tous les clichés qu'on voit sur YouTube, sur porno, etc. Donc ils pensent que c'est ça. Les hommes, c'est la même chose. Ce qui fait qu'un homme, de facto, est focalisé performance. Performance, endurance, taille, largeur, grosseur, durée de temps, le nombre de fois. Donc tout est paramétré. Donc ça bouge pas. Ça bouge. C'est pareil, je pense que depuis la nuit des temps, mais même aujourd'hui, on est sur les mêmes logiques. Premièrement la taille, ensuite la durée, la performance, le nombre de fois, quels que soient les âges. Donc c'est vraiment très égocentré. Alors il y a des femmes aujourd'hui qui sont aussi dans la performance, qui étaient peut-être pas moins le cas en tout cas il y a 30 ans, mais bon, il y a des femmes. Mais dans la majorité, vous êtes d'accord avec ce que je dis, les femmes, elles attendent qu'un homme soit à leur écoute, en fond. Complètement. En fait, ce qu'on est on attend d'une connexion avec l'autre. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est très focalisé sur le plaisir génital, l'érection, le plaisir vaginal, le point G, le point P, tout ce que vous voulez, et on passe à côté de l'essentiel qui en fait la connexion que j'ai avec l'autre. Donc c'est ça le problème. D'ailleurs, la question, est-ce qu'un bon amant, est-ce que c'est pas un pléonasme? En tout cas, un amant qui n'est pas bon, il reste pas très longtemps. C'est pas un amant finalement. C'est pas un amant. C'est un mari. Non, c'est une boutade. Il y a des maris qui sont de très bons amants. Non. Oui, alors c'est toujours la même chose. Finalement, ça montre quoi? Ça montre que on n'a toujours pas su parler de sexualité aux gens, quoi. C'est qu'on ne sait pas parler. Ça reste tabou, c'est caché. C'est quand même extraordinaire. C'est que la sexualité, c'est ce qu'on aime tous. Tout le monde aime la sexualité, quel que soit. Donc depuis toujours, et puis tous les âges, et puis tous les genres, s'il y a quand même un besoin de sexualité qui a un lien social très fort. Et en même temps, c'est la chose dont on parle le moins. On parle pas de sexe. Le PEC, ça se fait, on parle pas. C'est le missionnaire de samedi soir, une fois par mois, à la case à cocher, tac, et c'est fait ou c'est pas fait, quoi. On n'arrive pas à exprimer les ressentis. Au-delà du simple aspect génital, du plaisir, on est ça à changer des feelings, des attentions, des caresses. On n'est pas là. Quand j'entends aujourd'hui, j'ai l'impression d'entendre Freud, préliminaire. Et puis après, à la phase boum boum boum, et puis après à le ronflement. Donc c'est les 3 étapes de rapport sexuel. Oui, mais je pense que l'erreur qu'on a faite au moment où on a voulu une sorte de révolution sexuelle, c'est qu'on s'est mis à parler beaucoup de sexe, mais pas de sexualité. Et c'est toute la différence, quoi. Du sexe, c'est 2 organes génitaux qui se rencontrent, plus ou moins bien. La sexualité, c'est 2 êtres qui se rencontrent, quoi. C'est ça, en fait, c'est que je fais un parallèle avec le plaisir qui est localisé, qui est génital, qui est localisable, et le bonheur, c'est immatériel. C'est ça. Et en fait, on est focalisé sur le sexe, qui amène le plaisir, orgastique, pénétration, tout ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, c'est le bonheur d'être avec la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que finalement
tout le monde à peu près, homme ou femme, devrait à peu près fonctionner normalement sexuellement, mais que finalement tous les symptômes sont dus à des problèmes d'inhibition, d'émotions mal vécues, de mauvaises expériences. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. D'un côté, on a une fonction innée du corps, c'est des réflexes. À commencer avec l'érection jusqu'à la lubrification vaginale, de l'orgasme masculin, de l'éjaculation, de tout. Ça, c'est du physiologique, c'est végétatif, c'est pas contrôlable. Derrière, il y a une dimension cognitive, sociale, rationnelle, qui, si l'apprentissage, si au décours de mon histoire, de ma vie, j'ai fait les mauvaises rencontres, que ce soit dans la famille, à l'école ou tout simplement de ma vie, qui n'ont pas permis de me construire de manière correcte et cohérente, je suis malheureux. Donc du coup, je ne sais pas exploiter tout ce capital qui est en moi. Oui, donc rappelons toujours, pour les hommes justement, puisqu'on parle des bons amants aujourd'hui, cette maîtrise, si je puis dire, à la fois de leur érection et de leur éjaculation, elle devrait être assez facile à acquérir s'ils sont tranquilles, s'ils sont pas dans la recherche de performance, s'ils sont pas trop inhibés, s'ils sont pas trop, déjà, ça devrait être plus simple que ça ne l'est, quoi. Voilà. Déjà, de base, tout homme doit savoir comment donner plaisir à une femme. Donc là, non, mais vous voyez, vous partez de loin là. Tout homme doit savoir. Voilà, il y a, voilà. Donc c'est une dimension physique du plaisir sexuel qui est là, quoi. Derrière, il y a ces fonctions. Donc effectivement, on maîtrise pas toujours, mais ça s'apprend. Donc, c'est pour ça qu'un bon amant, c'est rarement à 20 ans, c'est rarement à 25, parce que il y a tout le temps d'apprendre, de se détacher. Il faut avoir passé souvent par la première panne, donc voir que finalement tout n'est pas aussi simple et géré. Et donc, on sait bien que l'âge d'or de la sexualité masculine, c'est quand? C'est 35-40 ans. Donc, c'est un moment où on a tout ce recul et pourtant, on n'a plus les mêmes érections, plus la même facilité qu'on avait 20 ans auparavant. Oui, mais en même temps, si on veut être négatif, Vincent Hupertan, c'est un peu d'humour, mais quand même, au début, les hommes, ils sont éjaculateurs précoces, et puis quand ils commencent à maintenir bien leur érection, elle est plus là, quoi. Parce que finalement, ok, vous avez raison, un jeune homme, il est trop dans sa pulsion, il n'est pas à l'écoute de sa partenaire, il a souvent, il va éjaculer trop vite. Bon, mais à partir de 50 ans, les érections deviennent plus compliquées et carrément après 65-70, beaucoup d'hommes sont en difficulté érectile. Alors, la nature a bien fait les choses. En pratique, si on a fait attention à son hygiène de vie, à son style de vie, à faire du sport, etc., j'ai fréquemment des hommes à 70-80 ans qui ont une érection honorable. C'est pas l'érection de 20 ans, mais elle est tout à fait honorable pour donner du plaisir et prendre du plaisir. Donc, c'est pas 50 ans. Je pense qu'il y a une dimension. Effectivement, l'âge est là. Donc, mais en plus, sans oublier, déjà, je parle sans l'aide pharmacologique. On a tous les traitements. Oui, absolument. Ça, on peut le faire. Mais au-delà de la dimension physique de l'organe, il y a une dimension du partage, de savoir échanger, partager, prendre et donner du plaisir. Taker and giver. Donner et prendre, ça c'est essentiel. Donc la première qualité d'un bon amant, vous êtes d'accord avec moi, c'est être à l'écoute de sa partenaire? Exactement, c'est comprendre, c'est ne pas se focaliser sur moi je sais, sur le moi-je, ne pas être ce que j'appelle moi les takers, les gens qui prennent, mais être dans le partage, les givers, des gens qui donnent, qui savent comment donner aux autres. Donc ça c'est la qualité numéro 1, je trouve. Bon, et on va voir ce que nous disent les femmes, et puis les hommes sont évidemment les bienvenus. Comment ils ont appris justement à être meilleurs amants? 0826 300 300, à tout de suite. Nous sommes avec Vincent Hupertan, sexologue, auteur de ce livre L'Encyclopénis aux éditions Le Duc, que je peux conseiller à ceux qui ne sont pas encore des bons amants. Comme ça, vous aurez toutes les réponses pour améliorer, pas vos performances, on a compris, Vanessa. C'est pas la performance qu'on recherche. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Vanessa. Oui, moi je vais pas être très différente de la majorité des femmes. Je pense qu'un bon amant, effectivement, du moins avec l'âge, c'est quelqu'un qui va être plutôt dans l'écoute, dans le partage et pas être là juste pas être juste dans la performance, quoi. Parce qu'effectivement, si on clive un peu la chose, déjà il y a effectivement, si on recherche un amant juste d'un soir ou un amant dans la durée.
Donc on va pas forcément leur demander Et alors, entre guillemets la même chose, quoi. Hein. Ben là, vous m'intéressez, parce que alors, ce serait quoi l'amant d'un soir? Parce que finalement, là, si on prend un amant un soir, c'est vraiment pour prendre un excellent amant. Voilà. Et alors, oui, on ne sait jamais trop sur qui on va tomber non plus. Voilà, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas sur le visage marqué je suis un bon amant. Hein. Enfin, il y en a beaucoup qui le croient, mais c'est pas. Alors, ce serait quoi justement vous? Qu'est-ce que vous attendriez? C'est intéressant là. Oui, finalement. c'est toi, oui. Oui, bah du coup, ça, effectivement, là, on clive un peu la chose, quoi. Est-ce que c'est un amant juste un peu comme un objet, entre guillemets, un sextoy, quoi. Voilà, un sextoy, ou alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui on va partager pour la durée, quoi. Donc effectivement, si on recherche un coup d'un soir, on va essayer au feeling, toujours, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, de trouver quelqu'un avec qui ça va être super pour passer quelques heures, et après, c'est juste une question de ressenti, qu'est-ce que vous attendriez de ces quelques heures? Alors. Et ben là, on va plus être un petit peu dans la performance peut-être, plutôt qu'un amant dans la durée avec qui on va être plus dans l'échange, dans la communication et dans la... Donc ça, c'est quand même intéressant, je trouve, Vincent Hupertan, parce que ce que dit Vanessa, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui le diraient. Si finalement, un soir, un mec qui quand même assure bien... c'est ça hein, que vous êtes en train de dire, Vanessa. De temps en temps, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, exactement. Ouais, parce que moi, j'ai 43 ans, donc j'ai eu un peu de tout, quoi. Enfin, j'ai eu des coups d'un soir et puis des maris même, puisque j'ai été mariée. Donc, ça a duré ou pas. Mais effectivement, le gars d'un soir, si on veut que les deux soient satisfaits, c'est essayer de trouver un bon coup, en gros, quoi. Alors que dans la durée, c'est pas pareil, parce qu'effectivement, on est des êtres humains, donc on risque on a des moments où on a envie, pas envie. Enfin, on va demander des choses différemment parce que c'est pas juste le désir. Un soir, c'est un bon coup. Le soir, c'est un bon coup, et pour la vie, c'est un bon amant, quoi. Ouais, voilà, exactement. Jolie formule. Exact. Un soir, c'est un bon coup, et dans la durée, c'est un bon amant avec qui on va pouvoir échanger sur. Mais moi, j'ai une question quand même. Une question j'ai déjà entendu au cabinet. C'est est-ce que si c'est un bon amant de soir, est-ce qu'on n'a pas vraiment envie de recommencer, pas nécessairement de se mettre en couple, mais est-ce qu'on n'a jamais envie, c'était justement une magnifique soirée, c'est un bon moment, est-ce qu'on n'a pas envie quand même de aller fidéliser quelque part, sans aller, c'est ça la question. Donc c'est une grande question. Non, mais c'est ça la question, parce que finalement, si c'est un je crois que si on est tombé sur le bon coup, c'est un très bon amant, on a quand même envie de reproduire l'expérience, mais voilà, c'est rarement one shot. Oui, c'est vrai que quand on a une bonne expérience, effectivement, on a souvent envie de recommencer, quoi, bien sûr. Donc c'est pas forcément un super bon, c'est un bon amant, mais bon, bof. Oui, mais bon, on va être dans la performance, oui, mais en même temps, on n'est pas des machines, quoi. Donc on sait très bien que voilà, il y a différents paramètres qui rentrent en compte aussi, quoi. Mais voilà, c'est vrai que si on se dit on va passer la nuit avec quelqu'un, on va au feeling, on va sentir ou pas, quoi. On va plutôt prendre quelqu'un peut-être un petit peu dominant ou quoi, si on a envie de juste avoir passé une bonne soirée. Mais je pense qu'on ressent quand même pas mal les choses en tant qu'être humain. Je veux dire, si on est là dans un bar ou au resto, moi j'ai fait aussi des rencontres par internet, quoi, via des sites. On le sent ou pas, quoi. En gros, c'est les affinités qu'on va avoir, si ça va être un peu un coup d'un soir ou pas, quoi, parce que ça se ressent, quoi. Rien que les peu de sujets qu'on va pouvoir étaler en quelques heures, on sent si on a des atomes crochus ou pas, quoi. Si on est diamétralement opposés, on se dit wow, ça va pas le faire, ça va peut-être le faire déjà si on arrive à s'entendre sur une heure ou deux, ça va être chouette. Mais on va pas penser on va peut-être pas partir sur plusieurs mois. Donc c'est pas obligé, on peut avoir une image a priori, un peu complètement changer d'avis après et avoir envie de recommencer, pas se mettre en couple, mais de temps en temps de refaire la même rencontre avec la même personne, je suppose en tout cas. Ouais, pourquoi pas, si ça se passe bien, à la limite sexuellement et psychologiquement, on peut avoir envie de recommencer, bien sûr. Et là, effectivement, toute la partie psychologie et donc communication qu'on va avoir va énormément jouer, quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on peut très bien se dire, là, celui-là, j'ai rien à voir avec lui, mais il m'attire sexuellement, point barre, on va prendre notre pied et puis advienne. Alors moi, ce que je trouve, vous voyez, Vanessa, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas tellement entendu de la part d'une femme il y a 30 ans, c'est-à-dire que vous arrivez à
à séparer, un peu la chose, à séparer le sexe de la relation intime à quelqu'un, en fait, parce que une relation intime avec quelqu'un, en effet, il faut avoir des échanges, sinon sinon on peut pas avoir envie de lui. Tandis qu'un soir, finalement, un mec qui est bien musclé, qui nous attire, pourquoi pas, quoi. Et tant pis s'il est con. Exactement. On lui demande. Si on sent d'avance que ça va pas être l'amant pendant des années, on se dit on va prendre notre pied et puis ça va s'arrêter. On prend le pied avec le beau mâle et puis après. Voilà, avec un mâle un peu plus alpha certainement. Voilà, avec un mec qu'on va sentir un peu trop inhibé, on va se dire oh là là. Alors justement, la question, Vanessa, c'est le mâle alpha, comme on dit si bien, et qui quelque part est le stéréotype. C'est finalement c'est très physique ou c'est quelque chose qui se dégage de lui? Qu'est-ce que vous diriez? Ça se dégage. Ça se dégage. Donc c'est pas forcément un beau mec. C'est un mec qui dégage de la testostérone, quoi. C'est un leader, c'est un chef. C'est un chef. Mais ça se voit, ça se sent, enfin, de la façon dont il va vous regarder, vous dévisagez déjà au premier regard, de la façon de sa prestance, comment il va se tenir, les propos qu'il va nous tenir. Enfin, vous voyez, moi j'ai été mariée avec un mâle alpha, donc j'en veux plus. Finalement, c'est pas un bon coup. C'est un bon coup, mais c'est pas des bons amants. Ouais, voilà. Oui, et puis ça a été même. Voilà, ça a été assez violent même. Donc j'en veux plus. Mais ça se sent effectivement aux premiers instants, ça peut se sentir. Alors que un homme qui va être peut-être plus moins alpha, enfin moins sûr de lui, on va dire au premier abord, va être certainement, je pense, plus un bon amant dans la durée et être beaucoup plus à l'écoute de nos ressentis et ça va être, je pense, plus. Vincent Hubertin, je ne sais pas si vous recevez des patients qui sont des mâles alpha, parce que peut-être que ceux-là, ils n'ont pas besoin de... Et alors, à quoi vous les repérez, vous, quand ils rentrent dans... C'est le gars qui est égocentré. Qui parle de moi, qui est tout de suite dans les performances, dans les références, dans la taille. Donc, il parle jamais des autres. L'autre, c'est presque un objet pour lui. C'est juste, il est que sur lui. Moi, mon érection, c'est plus comme avant. Avant, c'était 3 fois, c'était 10 fois, c'était 5 fois. Je suis plus, messieurs. Voilà. Et il dégage pas. Donc, parce que c'est la même chose avec nous. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tellement focalisés, une espèce de narcissisme poussé à l'extrême sur eux et leur plaisir. Ils sont convaincus que s'il est un bon amant, c'est parce qu'il a tous les paramètres dans cet embryon mâle alpha. Et d'ailleurs, c'est très compliqué à soigner parce qu'ils n'acceptent pas la fragilité, ils n'acceptent pas qu'il y a des traitements. Ils veulent tous des traitements naturels, ils veulent de la testo, et c'est un discours qui est très biaisé parce qu'ils n'écoutent pas. C'est vraiment des consultations qui ne sont pas toujours évidentes et parfois c'est très très long à trouver le matching parfait avec eux. Donc, on a déjà une bonne info, Vanessa. Un mâle alpha, c'est un mâle qui est bourré de testostérone. Égocentré. Effectivement. Ou alors après, quand on rentre un peu dans la manie, il va s'intéresser à vous, mais pour un peu mieux vous cerner et pour mieux vous captiver, quoi. Voilà, et pour arriver à avoir ce qui est. Alors là, vous faites un amalgame entre la perversité et la virilité. Il y a des mâles alpha qui sont pas du tout pervers, et puis oui, tout à fait. Il y en a il y a des non mâles alpha qui sont pervers, hein, attention. Je suis bien d'accord, voilà. Mais après, je disais parce que Vincent disait il parle en général que d'eux, ils sont très égocentrés. Mais je suis tout à fait d'accord. Et après, par contre, s'ils vont s'intéresser à vous, ça va être un petit peu plus pour vous cerner, quoi. Mais c'est vrai que les alphas, ils sont. De mon expérience, ils sont très égocentrés, effectivement. Ouais, ils sont tout dans la performance. Moi, je suis le meilleur. De toute façon, je suis le meilleur. Oui, mais je suis le meilleur. En même temps, je vais donner un petit bémol pour ces hommes qui nous écoutent et qui sont un peu comme ça. En même temps, quand un homme est fier de son érection, en règle générale, il est quand même plus apte à la garder et à la maintenir, non? Je pense que vous savez. L'érection, ça dépend beaucoup de l'autre. Je pense par exemple aux acteurs de films porno qui sont souvent des hommes très fiers de leur érection et qui en effet en général assurent. Hein. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est des gens qui ont une capacité à un jeu. Voilà, c'est un don particulier. C'est un don. C'est comme comédien. Est-ce que n'importe qui, il suffit de faire Claude Florent pour être un bon comédien? Donc c'est des gens qui sont à la fois fiers de mon érection, mais qui est qu'un outil. Donc sauf qu'être comédien, c'est jouer sur ses émotions
pulsions et sa sensibilité, avoir des érections pour tourner des films porno, c'est quand même organique là. C'est organique, mais ça exprime aussi une question d'excitation sexuelle. Donc il y a quand même une dimension de sentiment, d'excitation. C'est vrai aussi qu'avec tous les traitements qui existent aujourd'hui, c'est très facile de tricher. Donc je sais que la plupart des gens ont trouvé un traitement qui facilite. Donc du coup, on peut jouer c'est vrai qu'aujourd'hui, excellent comédien, voilà, tourner les films pendant 1 heure, alors que finalement, avec un comprimé de je sais pas quoi. De mon temps, on ne pouvait pas tricher. Voilà. Donc ça, c'était des vrais, c'était des gens qui avaient cette capacité mentale de jouer avec ça, quoi. C'est pas facile. Oui, parce que c'est un sujet évidemment que je connais bien. Bon, Vanessa, merci de cet échange. On a compris, il y a le bon coup et il y a le bon amant. Grâce à vous, on démarre fort. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause. On retrouve notre Sexy News, Flore Chéri, qui nous a rejoint. Les précautions d'emploi. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Vincent Hupertan, on retrouve notre Sexy News, Flore Chéri. Alors, question, est-ce que vous avez déjà regardé sur le téléphone de votre compagne, Vincent Hupertan, sans qu'elle le sache. Soyez franc. Bah oui, sinon... Je crois qu'on a fait un pacte, chacun garde sa vie, donc on partage ce qu'il a partagé et que derrière on va... Donc vous n'avez jamais... parce que là vous ne répondez pas vraiment, vous faites comme les hommes politiques. Non. Jamais Non. Sûr? Non, j'ai pas envie de savoir. Vous n'avez pas envie de savoir, mais vous avez été tenté quand même. On est tous tentés, bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est pareil, je suis tenté, voilà, mais même pour nos enfants, mais par principe, par respect, je ne le fais pas. D'accord. Flore ? En tout cas, c'est le sujet du jour. Je ne vais pas répondre directement à la question, mais oui, vous parlez des bons amants. Moi, je vais parler des mauvais. 4 Français sur 10 auraient déjà consulté le téléphone portable de leur partenaire à leur insu. Alors, pas forcément leur partenaire actuel, mais qui l'ont en tout cas déjà fait. C'est le chiffre choc qui fait un peu froid dans le dos, dont me surprend pas, tous les médias parlent. Non, moi, pas du tout. Ça me surprend pas du tout, puisque ce que j'entends à chaque fois qu'il y a une infidélité qui est découverte, c'est à cause de ça, soyons clairs. Exactement. Ouais. Et je vais parler de l'infidélité juste après, mais vous avez raison, c'est un des moyens de détecter l'infidélité. C'est le chiffre sorti du dernier sondage IFOP passionnant pour le journal du Geek qui est mené sur 2000 Français. Cette étude, elle a été conçue dans le sillon de l'affaire Katniss, où on a vu que la confiscation du téléphone portable faisait écho à une forme de violence conjugale. Elle s'inscrit aussi dans la loi passée en 2020 qui punit l'espionnage numérique d'1 an d'emprisonnement. Alors, l'espionnage numérique, c'est surtout caractérisé par l'installation d'un système de tracking ou de logiciel espion sur le téléphone de son partenaire. Là, l'étude, elle est beaucoup plus large. Elle se penche sur le phénomène du snooping, qu'on pourrait traduire par fouiner, fureter en anglais. Et cela englobe toutes les techniques de surveillance numérique de son conjoint via son propre téléphone portable. Alors, ça va de regarder les SMS et les photos, en passant par écouter les conversations téléphoniques dans le dos, jusqu'à le plus grave, installer carrément un logiciel espion sur le téléphone de son partenaire. Ce qui est intéressant et pas forcément si léger, c'est qu'avoir un partenaire qui regarde dans son téléphone à son insu peut être un indicateur de prédiction d'autres violences conjugales, comme celle du mensonge, de la manipulation ou de la violence physique. Donc ça peut être un marqueur, un premier red flag assez pertinent à analyser. Ce phénomène plus général de snooping, donc de furetage dans le téléphone de l'autre, il est un peu plus fort également chez les femmes que chez les jeunes. Chez les hommes, ça veut dire que les femmes vont plus aller voir. Un peu plus chez les femmes que chez les hommes, et chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. C'est un peu surprenant, j'aurais pas. Ah non, ça m'étonne pas du tout. Mais non, parce que ça confirme que c'est corrélé à l'infidélité. L'infidélité, on sait qu'elle est un peu plus masculine que féminine aussi, si on veut toujours genrer un petit peu les comportements, et que c'est un des moyens de démasquer cette infidélité. On confirme ces doutes pour le partenaire qui cherche dans 1 cas sur 2. Donc une personne sur 2 qui a fureté dans le téléphone de son partenaire a trouvé quelque chose de pas cool. Alors ça pouvait être une infidélité, mais pas que. On peut s'apercevoir que son partenaire médit sur soi, donc raconte des horreurs dans son dos, ou alors qu'il fait des dépenses excessives d'argent dont on n'était pas du tout au courant. Donc ça montre aussi, et pourquoi est-ce que ça touche les jeunes, que la communication honnête et sincère semble devenir pour les jeunes générations un passage
obligatoire à l'heure où son téléphone portable collecte un nombre incalculable de preuves de sa vie privée. Moi, je trouve ça intéressant car cette étude, elle étudie un continuum de différentes pressions et de différents moyens de surveillance numérique du couple qui sont très nouvelles finalement dans nos intimités et sur lesquelles on ne sait pas toujours bien comment se positionner, en particulier comment discerner la violence en fait de cette intrusion dans sa vie intime de peut-être la simple volonté, pourquoi pas légitime, de remettre de l'honnêteté dans son couple. Savoir que les entorses à nos intimités numériques existent, qu'elles sont protéiformes, ça permet de les nommer, de mieux les anticiper et surtout de mieux pouvoir mettre du sens dessus pour vivre de façon plus apaisée nos relations affectives. Oui, mais c'est vraiment... alors moi, je ne suis pas surprise non plus. 40%, ça ne me paraît pas... j'aurais presque me dit 50% moi de toute façon. Mais ce que je trouve étonnant, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a autour de soi beaucoup de gens qui ont évidemment... Enfin, tout le monde a son téléphone évidemment, mais je suis toujours étonnée du nombre de gens qui mettent un code pour aller sur leur téléphone. Moi, j'ai pas de code, je vais sur mon téléphone, j'ai pas chaque fois besoin de me faire le code. Et donc, ça montre bien qu'il y a aussi quand même beaucoup de gens qui se méfient qu'on aille voir sur leur téléphone. Non, mais si vous le faites voler, Brigitte, vous serez contente d'avoir mis un code et que n'importe quelle personne dans le métro n'aurait pas accès à vos données confidentielles. Je suis pas parano non plus, donc j'imagine pas qu'on va me voler mon téléphone. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Mais après, pourquoi pas mettre un code, je peux comprendre, mais ça m'a toujours surprise du nombre de gens. Pratiquement tout le monde met un code sur son téléphone, et donc ça veut bien dire que tout le monde, quelque part, a tendance à pas avoir envie que on aille voir sur son téléphone, vous voyez, donc c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, peut-être, mais... En fait, toute notre vie numérique est là-dedans. Là, j'ai mes cartes bancaires. Oui, devant le micro, c'est mieux. Oui, c'est ça touche aussi à la sécurité. Voilà, et puis, si vous faites une progression... Là, au-delà de la partie médicale, mais juste dans la partie quotidienne, il y a toute ma vie là-dedans, toute ma vie numérique. Mes codes, mes accès, mes cartes bancaires, mes vols, mes voyages, mes mails. Donc, c'est que... oui, mais enfin, vous avez pas... Enfin, si on prend... imaginons que vous perdez votre téléphone, on peut pas non plus, comme ça, directement, aller vous piquer de l'argent sur votre compte. Si, bien sûr. Si, il y a des systèmes de cartes bancaires. Parce que vous mettez votre code de carte bleue sur votre téléphone. Non, il n'est pas dessus. Mais ça n'empêche qu'au moment où il a une empreinte, ils peuvent très bien. Donc, c'est pas si simple que ça quand même. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais je veux dire, c'est. On est, de toute manière, vous avez le droit de mettre un code sur votre téléphone. On est dans la société de la sécurité. On est tous. Alors, ce que je veux dire, et c'est pour ça que je posais cette question-là, ça veut dire si vous avez un code, de toute façon, votre femme peut pas aller sur votre téléphone. Ah si. Alors on a vu aussi dans l'étude qu'il y avait des... Je connais le sien, elle connaît le mien, donc chacun a un code. Non, mais là il y a une confiance réciproque. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien. Et puis après un espionnage sur le code d'accès où le conjoint, en fait, on se rend compte que son partenaire connaît son code d'accès alors qu'on n'est pas censé l'avoir. Ça, on le voit dans l'étude aussi. Oui, parce que c'est ça qui est. C'est pour ça que j'allais au bout de mon raisonnement. Oui, c'est que ça passe par avoir espionné un petit peu ou regardé à la dérobée le code d'accès du téléphone portable. Ça fait partie des intrusions dans la vie numérique. Parce que là, ça devient quand même un peu plus embêtant. Souvent, c'est le cas, oui, c'est ça. Donc, c'est un premier pas qui est assez intrusif. Alors, voilà, entre consulter à son insu, c'est-à-dire qu'il est déjà déloqué, bon, il y a un SMS qui s'affiche, on le voit un peu, et collecter aller chercher le code pour pouvoir vérifier. Je suis d'accord avec vous, il y a 2 poids 2 mesures. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à décortiquer justement ce 2 poids 2 mesures entre mettre un logiciel espion et une fois voir un SMS qui s'affiche, quand même tout un monde, tout un continuum. Donc, c'est bien de pouvoir un petit peu dire bon ça ok, ça mériterait une petite discussion de couple, et puis ça non, ça c'est très grave, ça mérite de la prison, et le tracking c'est carrément oui, et d'ailleurs c'est extrêmement violent. C'est qu'on disait que c'est révélateur de la violence, c'est évident parce que c'est quand même extrêmement violent de vouloir de mettre de l'espionnage, voilà, c'est terrible. Donc mais en fait on se pose la question, quel est l'avenir du couple? Parce qu'au moment où il y a un qui fait ça, le couple, en principe, on sait qu'il n'ira pas très loin. Il y a des couples qui vont mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les foyers de femmes victimes de violences conjugales, ils retirent parfois le téléphone, ils en mettent un autre parce qu'ils savent qu'il y a un pourcentage pas négligeable de mecs qui, en fait, ont déjà mis des trucs d'espions sur le téléphone parce qu'on est déjà dans un cadre de grosse violence et d'un couple qui va très très mal. Ça a déjà été anticipé par les foyers, ce que je trouve plutôt une bonne chose. Ça montre bien à quel point notre téléphone devient
devient une sorte d'organe supplémentaire qui est relié à nous, quoi. C'est mon cerveau numérique en quelque part. C'est mon cerveau aussi, oui. C'est triste. C'est ça, mais c'est ça. Ma boussole, mon GPS. Je ne vais plus dire le son, quoi. Donc non, mais je suis d'accord. On s'en sert pour tout, même pour un réveil matin. Enfin, ça devient et ça va aller. Et c'est addictif. Parce qu'on est tous addicts aussi entre autres. Je ne sais plus combien de fois par jour on regarde son téléphone, c'est énorme. Et puis ça va aller en s'aggravant parce que de toute façon il va devenir de plus en plus performant. Donc, et il paraît que ça change aussi dans le cerveau les câblages du cerveau, notamment au niveau des doigts. Il paraît que la zone qui représente les doigts dans le cerveau est en train d'augmenter. Enfin, parce que justement on est tout le temps en train de tapoter. C'est comme tous les métiers, celui qui joue au piano, le pianiste est excessif, on a des erreurs d'humain, voilà, c'est la même chose parce que du coup on fait que ça. Et avec l'avenir, il y aura aussi l'arthrose du pouce. L'arthrose du pouce. Oui, j'avais compris, Vincent. Je ne pensais pas à la masturbation. L'arthrose. Merci Flore Chéri, c'est une enquête intéressante, en effet. Voilà, merci beaucoup. Et puis je rappelle que on peut vous retrouver également sur union.fr puisque vous travaillez également pour ce magazine qu'on ne présente plus dans cette émission en tout cas. Merci Flore. Merci beaucoup. Nous avons Michael qui est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Alors Michael, si vous deviez vous donner une note en tant que bon amant, quelle note vous donneriez sur 10 ? Oh là là, bonjour avant tout. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Soyez généreux, tant qu'à faire. Oui. Pour une fois. Allez, je me mettrai 7. Voilà, je pense qu'on peut faire mieux. Et je pense que je m'en sens pas trop mal. J'ai pas accumulé des compagnes et en principe quand je suis avec quelqu'un, elle reste avec moi. Donc je dois pas être trop mauvais. Moi je vous donne 8 alors dans ce que vous dites. On peut lui donner 8. Oui, je crois. Pour l'honnêteté, déjà 8. On vous donne 8. Voilà, ça y est. Deuxième question. Est-ce que vous avez un fantasme que vous n'avez pas encore réalisé, que vous aimeriez comme ça, ou est-ce que c'est un fantasme que vous gardez parce qu'il vous fait fantasmer justement ? Alors un fantasme que j'aimerais réaliser, c'est le plan A3 que j'ai jamais fait. Mais ma compagne est assez ouverte là-dessus parce qu'elle est totalement bi. Ouais. Donc ce serait avec 2 femmes donc. Hein. Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Et ça c'est une chose qui pourrait être réalisée. Après le fantasme que je ne pense pas que je vais réaliser un jour, c'est la relation homosexuelle. Voilà. Ça c'est un truc auquel je me suis imaginé, mais de là à passer le pas, je pense que j'aurai encore beaucoup de mal. D'accord, mais ça vous fait un peu fantasmer. C'est intéressant. Oui, hein. oui c'est ça. Mais moi j'aime bien quand quelque chose nous fait un peu fantasmer mais qu'on sait que de toute façon on le réalisera pas parce qu'au fond c'est une part de nous qui existe et qu'on n'a pas refoulé, donc c'est plutôt bien je trouve. Et qu'on l'accepte quelque part. Donc c'est intéressant. Et dernière question, quel est l'endroit, à part le lit bien sûr, où vous aimez faire l'amour ? Alors là-dessus, je suis assez ouvert. On l'a fait, sur des parkings le soir, sur des bords d'autoroute, enfin pas bords d'autoroute, bords de route. On l'a fait dans des escaliers. Donc, moi, je dirais tous les endroits sont bien tant qu'il y a un petit peu de frisson. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà. L'escalier, il faut faire attention. Les marches, c'est dangereux. Tout à fait. Ça peut se casser. Bon, vous pouvez poser une question à Vincent Hupertin. Il vous écoute. Alors, je dirais un beau souvenir avec une belle amante. Voilà, c'était un peu en cul ou peu importe ce que c'était. Un moment qui vous a marqué. Un moment qui m'a marqué. Oui, je dois faire quoi avec vous raconter mon moment qui m'a marqué ? Il me semble que c'est ce que vous demande Michael. Voilà, oui. c'était écoutez, c'était un moment de partage fantastique, un hommage des frissons, un hommage avec la bonne personne que j'ai dans ma tête, au bon endroit, et que c'était quelque chose de génial, et que au moment où ça va pas, je pense à ça et que ça me redonne le moral. D'accord. C'est une manière de nous en dire beaucoup sans nous en dire beaucoup, Vincent Hupertin. Mais on va. L'objectif est atteint. Si Michael accepte votre réponse, tout va bien. Très bien. Merci Michael, en tout cas, merci beaucoup. Allez, on revient sur le thème du jour, 0826 300 300. Les femmes, les hommes sont invités à témoigner. Qu'est-ce qu'un bon amant et comment on devient meilleur amant ? Ça, c'est peut-être aussi une question intéressante à poser. Sud Radio. Vincent Hupertin est avec nous, sexologue, urologue, et on évoque les qualités d'un homme en tant qu'amant. Et c'est Sandrine qui va nous donner sa réponse. Bonjour Sandrine.
Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Sandrine. Alors moi j'ai trouvé la question intéressante parce que curieusement je me suis pas posé cette question dans ces termes-là. Et alors, en quels termes vous voulez te poser? Eh bien moi je me suis déjà demandé ce que je voulais pas. Je me suis pas trop demandé ce que je voulais. Pourquoi pas hein, Déjà, je suis partie du postulat de ce que j'aimais pas et de ce que je ne voulais pas, donc j'en avais fait part à mon partenaire assez rapidement parce que voilà, je trouvais que déjà c'était peut-être bien de partir sur. On était assez libre dans la discussion et dans l'échange, donc ça me paraissait opportun de pouvoir lui donner des informations concrètes et d'en discuter librement. Donc on est parti plutôt dans mon ancienne relation avec les choses que je n'aimais pas et je me suis aperçue que on a eu une sexualité très bien et au fur et à mesure on a pu avec la confiance je dois dire on a pu se partager ce qu'on avait envie chacun de notre côté. Alors les attentes sont pas forcément comblées parce que il y a des choses que par exemple lui il aurait voulu avoir peut-être aller plus en club etc. Moi j'étais moins motivée, enfin ça me faisait peur, ça me faisait plus peur donc du coup je voulais pas dans un premier temps et on n'a jamais abouti mais c'était pas grave parce qu'on avait d'autres choses au final. Je pense que c'était pas voilà. Après, aujourd'hui j'ai un autre partenaire et pareil, j'ai plutôt confié au démarrage ce que je n'aimais pas, ce que je ne voulais pas, mais je me suis aperçue que ce que j'aimais donc chez l'ancien, j'ai essayé de le reconduire chez le nouveau et je me suis aperçue que je n'en tirais pas le même plaisir ou le même bénéfice. Ouais, c'est très intéressant. Ça montre bien, encore une fois, que il n'y a pas une généralité pour chaque femme. Quel serait le bon amant? C'est une rencontre à chaque fois, quoi. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Oui, et je pense aussi que nos attentes, elles peuvent être changeantes complètement. On peut, par exemple, moi, dans ma première relation, on avait beaucoup de relations à l'extérieur et on était très peu dans la chambre. Là, je suis avec quelqu'un qui est beaucoup plus conventionnel et qui aime beaucoup plus être caché dans la chambre et je me suis dit au démarrage mais ça va être l'enfer, moi ça va durer 5 minutes, après je vais en avoir assez et en final non, je me dis non, c'est tout le temps bien, c'est super, etc. Et je me dis que j'ai quand même cette petite attente parce que je suis un petit peu espiègle et j'aime un petit peu l'aventure. Et je me dis, alors est-ce que je lui en parle ou pas? Alors je lui en ai parlé. Et après, je me suis dit que c'était peut-être mieux de l'amener vers, plutôt que de donner une information. Et parce que en fait, une fois j'ai donné une information, voilà, je lui ai dit j'aimerais beaucoup tenter l'anal avec toi. Et ça a clashé. Enfin, on s'est sentis tous les deux obligés de le faire à un moment. C'est un peu comme une prise de rendez-vous et ça s'est pas bien passé. C'était pas réussi du tout. Lui, ça l'a frustré. Il avait pas d'érection et moi, j'ai trouvé ça. Je me suis sentie super mal à l'aise. Alors je me suis dit on va arrêter ça et on va essayer de partir sur je lui demande pas mes attentes mais je l'amène vers, je le conduis et j'essaye de voir. Mais vous voyez Sandrine, c'est toute la problématique de la sexualité. Si on se dit tiens ce soir on pratique la sodomie et que finalement c'est pas le soir où on est spécialement disposé à ça ou dans ce fantasme là, c'est vrai que ça peut être un vrai fiasco. Alors que si on se laisse faire et qu'à chaque fois c'est en fonction de l'envie du moment, on a plus de chances que ça marche bien. C'est le problème de la sexualité masculine aussi. Pourquoi? Parce notre cerveau est à la fois, il peut être focus sur le présent, donc l'instant T. Là, je savoure. Dès qu'un homme se met dans la to-do list, il faut checker, il faut que, là, il y a plus d'excitation, il y a plus d'érection, et donc c'est le lit de la frustration. C'est to-do list, c'est cette case à cocher obligatoire par laquelle il faut passer. Donc je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a ce problème, il faut profiter de l'instant et se laisser porter par le moment. Alors justement, je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire parce que ça me parle aux oreilles. J'ai un problème à résoudre actuellement, c'est que quand vous parlez de checker, alors je suis avec un partenaire qui veut vraiment me combler plus que plus. Je me dis même qu'il en fait trop, que c'est pas nécessaire d'en faire autant. Et donc il me fait l'amour tout le temps, très souvent. Sauf qu'il y a des moments où j'ai pas envie, mais c'est pas que j'ai pas envie de lui, c'est que j'ai pas envie de la relation. Et sauf que comme lui, il se met une espèce de
check, de cahier des charges où à travers ça, il me montre son amour. Et du coup, je pense qu'il en a envie, puisqu'il le fait. Mais moi, du coup, des fois, j'en ai pas envie, mais je n'arrive pas à lui dire parce qu'il est tellement sensible. Et pour lui, c'est tellement lié au sentiment qu'il me porte. Et moi, c'est dissocié parce que je peux dissocier. Du coup, je sais pas comment faire mais voyez, la question que vous vous posez, c'est la question fondamentale. C'est-à-dire que il faut communiquer sur sa sexualité dans le couple, mais faut-il encore toujours faire attention de ne pas blesser l'autre et de ne pas imaginer parce qu'on va communiquer qu'on va le blesser. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Au fond, si vous continuez comme ça, vous allez vous lasser parce que vous faites trop l'amour. C'est comme quand on mange et qu'on n'a pas faim. Donc il est indispensable de lui en parler. Mais il faut lui en parler de manière à ce qu'il n'y ait aucune possibilité qu'il se sente dévalorisé ou je ne sais quoi. Parce qu'il faut parler dans les deux sens. Il faut parler à la fois de ce qui est bien, et puis là, faire noyer quelque part ce qui ne va pas. Enfin, si on va juste lui dire oui, ça va pas, il va mal le prendre. Mais si on a une discussion ouverte des adultes, open mind, ouvert sur la question, on peut dire des choses qui vont bien, et puis de temps, parce que le problème, c'est on a commencé comme ça l'émission, c'est que nous les hommes, on se fait une idée sur la sexualité, sur notre fonctionnement, et les femmes sur leur mode à penser. Donc, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, à être en résonance, ça dysfonctionne à un moment donné. Donc, il faut en parler. Oui, parce que du coup, je me suis mise à développer des stratégies d'évitement qui m'ont créé encore plus de problèmes. C'est pas je me suis mise à me coucher plus tôt ou à mettre des pyjamas alors que je dors pas avec des pyjamas pour empêcher quelque chose, mais il n'y a pas de violence. Mais du coup, en fait, je pensais que c'est des stratégies, quoi. Et en fait, elles ne fonctionnent pas. Et du coup, ça lui met la puce à l'oreille. Et du coup, il s'inquiète pour d'autres choses. Alors, je me dis, merde, je suis en train de dévier le problème. C'est pas bon, je sais pas comment faire. Il faut expliquer. Je suis tellement gênée, quoi. Donc, il faut prendre la parole, il faut expliquer, parce que sinon il va se faire une idée de vos agissements qui est très différente du point de départ, vous voyez. Donc ça, c'est la stratégie de Mais moi, je pense que la meilleure solution, c'est de se baser encore une fois sur la nourriture. Il faut le prendre avec un peu d'humour. Tu sais, mon chéri, nous les femmes, on a moins besoin de manger que vous, et c'est pareil pour le sexe, on a moins besoin de sexe, et je pense que on fait un peu trop l'amour, du coup ça me laisse pas de place pour mon désir. Exactement. Donc là, j'en suis là. Et parce que là, vous parlez de vous à la première personne, vous voyez, vous dites pas tu me fais trop l'amour, c'est je n'ai plus de place pour mon désir. Vous voyez, de la différence, elle est fondamentale. Ah oui, pas partir de lui, mais partir de moi. Eh ben oui, parce que c'est vous finalement qui avez besoin de. Enfin, c'est ça qu'il a besoin de comprendre. Tout à fait. Oui. Ou alors, si vous dites tu me fais très très bien l'amour, mais j'ai juste moins de besoin. Donc c'est pareil. Vous savez, vous mangez votre plat préféré tous les jours, vous en aurez moins envie. Ça c'est sûr. Donc prenez cette comparaison avec la nourriture, c'est pas dévalorisant pour lui. Enfin, il me semble, Vincent Hubertin. La vie est une question d'équilibre, l'équilibre d'autrui, y compris dans la sexualité. Donc il faut trouver le juste équilibre entre vous et lui, et c'est tout, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il est complètement très différent dans sa sexualité à tous les niveaux que moi je l'étais j'étais avec un homme qui était très sexuel, très jeu, très, c'était un film, quoi. C'était facile, c'était tout le temps, c'était accessible, et là je suis avec quelqu'un de beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans le romantisme, beaucoup plus doux, j'ai appris parce que moi j'étais un peu plus trash, du coup je me présentais un peu. Oui, mais là il est tellement à votre écoute que quelque part ça vous étouffe un peu. Alors que l'autre vous surprenait tout le temps, donc ça renouait votre excitation et votre désir. Vous voyez, c'est toute la difficulté. Mais en même temps, si vous arrivez à bien gérer ces besoins que vous avez, vous,
ça ira. Mais sinon, en effet, vous allez finir par vous lasser, c'est évident. C'est le danger d'ailleurs. L'évitement, c'est l'antichambre de l'éloignement. On évite et puis après on va s'éloigner. On se retrouve, tiens, on n'en fait plus parce que, et ça c'est un danger. D'accord, très bien. Mais votre témoignage, il est passionnant parce que c'est exactement toute la problématique du bon amant. C'est-à-dire qu'il faut à la fois surprendre sa compagne parce que comme ça sinon on a l'impression de voir toujours le même film. Hein. Et puis en même temps, il faut être attentionné, réceptif, ne penser surtout à elle. C'est quand même pas si simple d'être un bon amant, Vincent Hupertin. Ah non, c'est même très compliqué parce que on a un joujou, on sait grosso modo tac 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 et 2-3 astuces et puis finalement c'est bien plus complexe que ça quoi. Ça va au-delà du bon joujou. On a compris le mode d'emploi de sa partenaire puis en fait non, il faut encore plus inventer, imaginer. C'est tout un métier. Tout un métier. Merci beaucoup Sandrine en tout cas de votre témoignage. Merci vraiment. La petite devinette avant les infos et puis tout de suite après les infos, on va continuer à vous donner des conseils pour rester un bon amant au 0826 300 300. Bon, alors voilà, c'est un homme qui va voir son médecin et qui se plaint parce que sa femme crie trop fort la nuit quand elle prend un orgasme. Donc ça l'embête beaucoup. Elle crie vraiment trop fort quand elle prend son orgasme. Alors évidemment, le médecin est très étonné. Et qu'est-ce que répond cet homme? C'est la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Vincent Hupertin qui est avec nous, auteur de ce livre L'Encyclopédie aux éditions Le Duc. Et nous évoquons donc, on essaye de mettre toutes les qualités sur ce que c'est qu'un bon amant. Et on vous invite évidemment à réagir vous aussi sur Sud Radio. Alors d'abord ma devinette, puis ensuite c'est Léonard qui va prendre la parole. C'est un homme donc qui se plaint auprès de son médecin parce que sa femme crie trop fort la nuit quand elle prend son orgasme. Qu'est-ce que lui répond cet homme quand le médecin lui demande mais quel est le problème? A priori, c'est quand même bien. Le problème, c'est que j'ai rencontré, c'est que ça réveille les voisins. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est tout simplement parce qu'elle le réveille. C'est ça le problème, évidemment. Bonjour Léonard, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Moi, je voulais intervenir par rapport au sujet d'aujourd'hui. Bon, apparemment, j'ai pas trop de soucis, moi, de mon côté, à satisfaire ma ou les femmes. Et donc voilà. Et alors, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Désolé, j'ai un petit trou de mémoire. C'est embêtant, mais on va essayer de trouver. Donc Alors vous dites que vous n'avez pas de problème parce que je suppose que vous écoutez ce qu'elles attendent, les femmes. Vous ne faites pas l'amour aux femmes de la même manière, c'est suivant votre partenaire. Ah bah non. Et puis en plus, moi, personnellement, ce que j'aime, c'est justement ça. C'est voir la femme avec qui je suis prendre du plaisir. Sinon, c'est limite, ça me coupe tout, quoi, en fait. Et après, moi, le seul truc que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le temps, dans l'air du temps, les femmes recherchent de moins en moins de l'érotisme, mais beaucoup plus la performance, en règle générale. Surtout pour le coup d'un soir, ça c'est sûr. De toute façon, c'est ce que disait l'auditrice juste avant moi. Et mais même dans les relations amoureuses, du coup, moi, j'alterne entre. Donc vous avez quel âge, Léonard? C'est pour avoir une idée à peu près de la génération. 37 ans. D'accord, donc vous êtes dans une génération. Vous côtoyez des femmes entre 25 et 40 ans, j'imagine. Hein? Oh, plus même. D'accord, même plus. Et donc les femmes attendent quand même beaucoup la performance, c'est-à-dire un homme qui bande bien et qui tient. Qui dure. Ouais. L'endurance, ouais. En général, c'est l'endurance. Après, la façon de faire, que ce soit de façon plus douce, plus sensuelle, ou alors plus hardcore, on va dire, ça va être suivant la personne. Mais d'une manière ou d'une autre, pour un minimum de durée. Vous rencontrez des femmes sur les sites de rencontres, j'imagine? Pas toujours, non. Ça peut arriver, mais pas toujours. Ça peut être en vrai ou. Parce que j'ai l'impression que sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de femmes qui sont justement dans les recherches de bons coups d'un soir, quoi. Et donc dans la recherche de la performance. Enfin. Ouais. Après, c'est mitigé là pour le coup parce que j'ai quand même un peu d'expérience dans les applis. C'est un peu les deux. Hein. Franchement, c'est un peu les deux.
Il y en a qui disent qu'elles veulent juste s'amuser, mais en fait, au final, elles finissent par s'accrocher. Et alors, elles disent oui, j'aimerais quelque chose de sérieux. Et d'autres où c'est écrit qu'elles cherchent quelque chose de sérieux, mais pour pas se faire harceler par tous les hommes de la planète, après, elles parlent avec un ou deux et au final, elles veulent juste s'amuser. C'est vraiment mitigé. Hein. Il y a de tout, on va dire. Il y a même des gens en couple. Il y a vraiment de tout. Quand vous dites déjà en couple, donc c'est des femmes qui cherchent un amant, quoi. Ouais, ou carrément de l'échangisme. Hein. Enfin, de l'échangisme dans le sens où le mec, il regarde. Et ça vous plaît aussi? Non, moi, personnellement, ça me met très mal à l'aise. Je trouve ça un peu bizarre. Après, bon, tant que ça leur convient, tant mieux. Mais moi, je suis pas à l'aise avec ça. Être regardé par le mari pendant que je prends sa femme, je trouve que c'est pas l'idéal pour moi. Donc voilà. Oui, c'est pas votre fantasme. Non. Mais ça vous fait perdre votre érection ou pas? Non. Bon, Non, pas du tout. Mais comment Mais vous avez pas l'impression d'être vraiment dans une relation, en fait. Vous êtes plus l'objet du couple. Plus prestataire, quoi. Prestataire, le mot est juste. À la rigueur, j'ai envie de dire, j'ai jamais essayé parce que ça m'a toujours un peu bloqué psychologiquement. Voilà. Ah bah non. Mais, donc vous savez pas si vous mettez l'érection ou pas, quoi. Ouais, voilà, ça je sais pas, non. Oui, non, ça je sais pas. Je peux pas dire réellement. Je pense pas que je la perdrai, surtout si la femme me plaît et que les sensations sont agréables. Mais ouais, je pense que déjà me mettre dans la situation, juste en y réfléchissant. Rien que l'idée. Comment ? Rien que l'idée, ça vous bloque, quoi. Ouais, c'est ça. Rien qu'à l'idée, je me dis, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. Après, c'est moi qui suis peut-être trop à l'ancienne, je sais pas. Et encore, je pense que ça a toujours existé. Non, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et puis, il y a des gens, il y a pour tous les goûts, quoi. Donc, c'est pas... Non, mais vous savez, il y a plein de raisons qui fait que c'est pas votre truc. Ça pourrait être parce que vous n'avez absolument pas envie, parce que vous n'avez aucune part de bisexualité en vous. Ça peut être parce que vous aimez bien être dans quelque chose à deux, avec l'impression d'être avec cette femme et qu'elle soit vraiment à vous, alors que quelque part, si le mari est là, elle n'est pas vraiment à vous. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Je pense que c'est plus ça, le fait de posséder la personne, ne serait-ce qu'un instant. Et puis c'est plus ce truc-là, ouais. Il n'y a pas de possession dans ces cas-là, effectivement. Ouais. Et ça enlève un petit peu le côté très, j'allais dire fusionnel, mais c'est pas vraiment ça. Oui, bien sûr. Il y a une dimension fusionnelle de la sexualité, évidemment. Du coup, il y a moins de fusion parce que du coup, elle n'est pas avec vous. Mais finalement, votre témoignage, il est un peu à l'encontre des deux témoignages féminins qu'on a eus dans la première heure. Comme quoi... je les ai pas entendus. Qu'est-ce que ça disait ? Elles étaient plus à la recherche d'un homme qui soit réceptif à leur plaisir que à la performance. Ah oui, non, mais alors l'un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est juste obligatoire que la femme prenne son pied. Oui, j'ai bien compris. Sinon, j'ai une insatisfaction. Je me sens pas... C'est limite, ce sera un plaisir frustré, quoi, si elle n'a pas pu prendre son pied. C'est limite, ce sera ça. Ce sera... Bon, après, moi, je fais ce que je peux. Bon, si j'éjacule, mais si elle n'a pas pris son pied et tout, ça m'emmerde, quoi. Et donc moi, pour moi, c'est une priorité, quoi. Et en fait, c'est peut-être la première femme que j'ai connue qui était beaucoup plus âgée que moi, qui m'a toujours dit que du moment que la fille, elle se sent respectée, généralement, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de limite. C'est ce qu'on m'a dit. Et puis avec l'expérience que j'en ai tirée, je trouve que c'est assez vrai. En même temps, vous savez, Léonard, ce mot respecter, il veut rien dire parce qu'il est tellement subjectif. Ouais, c'est sûr. Non, mais je veux dire dans le sens où il y a le sexe où on peut se permettre tout, et après en dehors du sexe, on va pas utiliser les mêmes mots pour s'adresser à la personne, quoi. Vous voyez, alors hors contexte, c'est pas possible, quoi. Oui, j'entends bien ce que vous dites, mais il y a des femmes avec qui, au niveau sexe, on peut pas tout se permettre non plus. Vous voyez, ça m'est arrivé aussi. Généralement, j'y vais à tatillon. Je commence par une phrase un petit peu gentille, je vois la réaction, et en fonction de ça, après, je jauge si on peut aller. Dans un truc plus sauvage, on va dire, et sinon, s'il faut rester dans un truc plutôt... Donc, vous êtes à la fois attentif, à la fois réceptif, à la fois
jouer de la performance, jouer dans hardcore, jouer de la sensibilité en fonction de la connexion que vous avez avec la personne en question. Exactement. Donc voilà, donc en fait, vous, quelle note vous donnerez si êtes-vous un bon amant? Moi, je me mets 7. Ouais, 7, c'est bien, 7. 7, c'est bien. C'est la note du jour. Ouais, ouais, 8, je trouve... 8, allez, de temps en temps, c'est 8 suivant la partenaire, quoi. Mais... Donc, en fait, c'est le jury. Alors, je vais vous poser une question piège, Léonard, parce que par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai envie de vous poser cette question-là. À votre avis, quel est le pourcentage de femmes qui jouissent vaginalement? Ça doit être vaginalement, ça doit être entre 20 et 40% max. La fourchette est longue, hein, 20 ou 40%, c'est pas pareil. Ouais, entre 20 et 30. Entre 20 et 30%, alors. D'accord, vous êtes dans le juste. Vous êtes dans le juste. Parce qu'on avait l'impression à vous écouter que, en fait, vous étiez surtout dans un rapport de coït, alors que c'est pas forcément ce qui convient le plus à toutes les femmes, quoi. C'est pour ça que je vous posais cette question, mais bon, ça va, vous avez. On vous donne 8. Alors, donc c'est 8, c'est gagné. Le jury vous accorde 8 sur 10. Il va falloir me faire un CV dans ces cas-là. Hein. Comme ça, j'aurai la certification Brigitte et Vincent. Avec dédicace, si vous voulez. Voilà. Non, mais vous êtes d'accord, Vincent, hein? Non, mais absolument. Tout à fait. Ouais. C'est là, quand je pose la question attentionnée, c'est-à-dire quand on se pose la question, si on sent tout de suite que c'est quelqu'un qui est plus pénétration, plus rapport ou plus jeu érotique. Et là, on est dans la performance absolue. Exactement. Donc c'est pour ça, il faut être attentionné, il faut être à l'écoute de l'autre. C'est vachement important. C'est même capital. Et voilà. Donc la définition de mon amant. Avec ma copine, en tout cas, ça se passe bien. Et même moi, des fois, elle me reproche ça. Elle me dit, mais arrête, c'est pas le marathon du sexe, quoi, en fait. Mais parce que moi, j'ai juste peur que ce soit pas suffisant. Et après, si elle me dit, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème, alors. Lâche-toi, c'est bon, ça va. Merci, Léonard. Merci beaucoup de cet échange. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, vous pouvez réagir. Et Sud Radio. Avec Vincent Hupertan, qu'est-ce qu'un bon amant? C'est la question qu'on se pose. Et Alex a son avis sur cette question. Bonjour Alex. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent, comment allez-vous? Bonjour Alex, et vous-même? Ma foi, on fait aller, on va bien. Cool. Je ne sais pas si j'apporterai véritablement une réponse à ça, parce que c'est très complexe en fait. J'ai pas vraiment écouté ce qui s'était dit un peu plus tôt. C'est pas la question. Pour rebondir là-dessus, un peu page blanche. Mais ce que je peux faire, effectivement, c'est apporter un peu ma pierre à l'édifice vis-à-vis de tout ça. Et c'est bien définir ce qu'on entend par amant. Par exemple, vous, Brigitte, si je vous pose la question, en un mot, qu'est-ce que ça vous représente, amant, vous? C'est quoi le mot qui vous vient à l'esprit quand on vous dit ce mot-là? Pour moi, c'est un homme qui fait l'amour, un amant. Simplement, donc physique. Oui, on est. Après, j'entends bien que le mot amant, ça peut être quelqu'un qu'on aime, etc. Mais je pense que là, enfin, en tout cas, dans le thème d'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment qu'est-ce qu'un homme qui fait bien l'amour. Enfin, il me semble. D'accord. Vincent Hupertan, qu'est-ce que vous diriez aussi pour moi, le mot clé, en fait, c'est une phrase, c'est connexion érotique. C'est-à-dire on est connecté avec l'autre sur le plan. On est d'accord. Voilà. Donc déjà, c'est plus large que ma définition. Ouais, c'est plus large. Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, quand je pose la question, parce que ça m'arrive de parler de ça par rapport à mon passé ou quoi, souvent ce qui revient, le mot qui définit un peu amant, c'est l'interdit aussi, qui revient beaucoup. C'est en gros, ça définit un peu une relation extra-conjugale. C'est quelque chose qu'on va faire en dehors du couple ou qu'on va faire de nouveau en tout cas. Mais c'est pour ça quand on entend beaucoup dans un couple que l'homme parfait doit être un confident, un meilleur ami, un conjoint et aussi un amant, dans un couple, voilà, enfin, avec ma vision des choses et mon vécu, je vous dis, c'est pas possible. Un amant, ce sera quelque chose d'extra-conjugal. Voilà. Ah oui, mais là, ça montre bien, encore une fois, à quel point les femmes sont encore inhibées dans leur sexualité. Parce que je vois pas pourquoi notre confident, ami et mari ne puisse pas être un bon amant. Enfin. Eh ben. On peut pas. C'est compliqué en fait. En fait, voilà, c'est pour ça. C'est bien définir. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Et quelque part, je pense que vous avez malheureusement assez raison. Parce que là, en fait,
quand vous dites, on a l'impression que l'amant, ça doit être transgressif par rapport au code du couple. On n'est plus dans le couple. Alors moi je dis rien, c'est ce qui revient souvent quand effectivement le sujet est abordé. C'est souvent l'interdit, c'est souvent le nouveau, le changement. Donc non mais ça veut dire que c'est un peu triste parce que ça veut dire que on peut trouver un bon mari, mais il faudra quand même prendre un bon amant à côté. C'est là où je voulais en venir un petit peu en fait. Voilà, c'est ça. C'est bien définir en gros dans quel contexte on se situe. Parce que en fait, Brigitte, je vous ai déjà appelé pour un sujet que vous aviez évoqué sur les sex friends. Je ne sais pas si ça vous revient. Oui, très bien. Enfin, je me souviens de ce sujet, oui. Oui, et j'ai eu une jeunesse jusqu'à mes 30 ans assez débridée puisque j'ai eu bon nombre de relations et je vous avais même conclu le truc en disant que de toute façon la quasi-totalité de mes amis j'avais couché avec. Voilà. Mais dans le côté sex friend, il y a un petit truc un peu du principe de l'amant aussi qu'on peut retrouver en fait. Ça fait écho si vous voulez. Aujourd'hui, pour répondre à la question comment faire pour être un bon amant, la question a l'air toute simple, mais la réponse est très très compliquée parce que ça dépend d'un tas de choses. Amant, il y a deux définitions. Il y a celle qu'on trouve dans les bouquins, voilà, littéraires, un peu philosophiques. Qu'est-ce qu'un bon amant? Et là, on va se représenter une image de ce truc-là. L'amant, c'est un peu, voilà, c'est ci, c'est ça. Et il y a l'amant un peu plus littéraire, terre à terre, ce qu'est vraiment un amant. Et là, il y a deux configurations encore une fois. Il y a celui qui a pas choisi, ça lui tombe sur la gueule. En gros, la fille sort dans un bar, rencontre quelqu'un alors qu'elle est en couple, et trouve que ce monsieur-là, il y a une alchimie, il y a un truc, il a un charisme, il dégage quelque chose, ses idées sont... Il n'y a pas encore un coup de foudre, mais il y a ce petit truc-là qui va se passer. Il n'a rien demandé à personne, il n'y avait rien de prémédité, mais il se passe ça. Cette personne peut devenir un amant, parce que la fille va se dire, mais en fait, je me suis complètement gouré, et c'est vraiment avec lui que je vois les choses, il est dans la même mood que moi, même type de pensée, voilà, il y a un truc qui va se créer entre ces deux personnes. Et ce serait mieux, tant qu'à faire, autant en profiter. Hein. On les croise pas tous les jours, les bons amants. Non, malheureusement, mais voilà, en gros, c'est ça qui se passe. On peut avoir le côté amant coup de foudre. Voilà, on rencontre quelqu'un sur un instant T, il n'y a rien de prémédité, et là, pouf, il y a alchimie. Et sinon, il y a le côté amant un peu pour le sport. Alors, j'ai pas vraiment écouté ce qu'a dit Léonard, mais moi, je me mettrais plus dans cette configuration-là. Avec les sex friends, en fait, ce qui me plaisait, c'était que toutes les femmes sont différentes. Et pour être un bon amant, ce qui marche avec une ne marche pas forcément avec l'autre. Et ça, effectivement, j'en revenais sur la conclusion. Je crois qu'on est tous les deux d'accord aussi. Et oui, bien sûr. Et donc, du coup, en fait, le travail d'un bon amant, avant tout, c'est de pas forcément être tout le temps sincère. Je pense que un amant, en fait, il a une raison d'être. Quand une femme va chercher pourquoi il faudrait être sincère quand on fait l'amour? Enfin, je veux dire, c'est un bon amant, c'est comme un bon musicien qui sait jouer aussi bien avec plusieurs instruments. Enfin, je veux dire. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vient faire la sincérité là-dedans, Alex? Écoutez, en fait, très simplement, en fait, vous parlez d'un musicien, le comparatif est sympa. Un musicien, un mec qui joue bien, c'est sympa d'écouter sa musique. Voilà, on va se plaire à le voir jouer. Un amant, est-ce que vraiment dans le long terme, on peut toujours appeler ça un amant? Est-ce que ce serait pas du coup après un plan cul et puis après une évolution encore vers quelque chose d'autre? Un amant, c'est vraiment un truc spontané en fait. Et si je vous dis ça... mais je comprends bien votre raisonnement. Je suis pas complètement d'accord, mais j'entends votre raisonnement et qui est tout à fait recevable. Hein. Pour l'amant, pour la question, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche linguistique, ce qu'on est en train de faire, la philosophique. Bien sûr. C'est que quand je parle de mon expérience. Je parle pas de mes conquêtes. Je parle de ma consultation depuis que je fais sexo. Et j'ai beaucoup d'hommes qui sont là étant à la fois amoureux avec la femme actuelle qui veut juste retrouver la vigueur, la sexualité. Donc, ils se considèrent ils sont plus des bons amants, donc il faut redevenir, mais pas dans une relation extra-conjugale, juste avec celle qu'ils aiment à l'instant T. D'accord. Il y a plein d'approches de cette... Est-ce que c'est un bon amant? C'est ça. Parce que moi, du coup, dans ces relations-là, je portais un masque pour plaire à la personne qui avait en face de moi. J'étais pas effectivement sincère. Je jouais un peu un jeu. Alors sans côté malsain, bien entendu, mais c'était juste, voilà, il fallait que je corresponde à cette personne-là si je la voulais. Oui, mais vous avez un petit côté Casanova quelque part, Alex, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment faire l'amour à la femme qu'ils aiment et qui ont envie d'être meilleurs amants pour qu'elle soit plus dans la jouissance. Exactement. Mais alors le souci qu'il va y avoir, c'est que
qu'une femme qu'on connaît et avec laquelle on est depuis longtemps, et c'est mon cas d'ailleurs, là, voilà, d'ailleurs j'ai une jolie chute à vous apporter à la fin de tout ça. Ouais. Mais la femme avec laquelle je suis, par exemple, je la connais, ça fait 8 ans de vie commune. Quand on fait l'amour, je sais exactement sur quel bouton appuyer pour que je lui fasse plaisir, et inversement, elle également, elle sait comment me faire plaisir. Mais quand on est amant, quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas connu ou alors qui est encore un peu nouveau ou mystérieux, quoi. Là, on n'a pas toutes ces ficelles-là. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par tout un schéma pour ramener à l'acte sexuel et surtout le réaliser et puis, entre guillemets, fidéliser la clientèle, si vous voulez. C'est tout un jeu, c'est tout un cheminement qui va aller vers, en gros, je la connais pas. Comment je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire, etc. Alors écoutez, je vais vous dire par rapport à mon expérience et les confidences de mes grandes amies qui ont aussi beaucoup d'expérience, parce que sinon, si on a eu que 2 amants, on peut pas... je suis désolée, il y a des hommes, ils vous connaissent pas, vous les rencontrez, 10 minutes après, ils vous ont fait jouir, et puis il y en a d'autres, il faut leur expliquer, et ils vont vous faire jouir 3 mois après. Donc il y a quand même des hommes qui sont des bons amants et des hommes qui sont de mauvais amants, puisqu'il y a des hommes qui sont capables tout de suite de connaître le mode d'emploi d'une femme. Vous voyez, Alex ? Tout à fait. Tout à fait. Là, je vous rejoins à 100%, effectivement. Il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres. Je suis d'accord. Mais dans tous les cas... Oui, bien sûr, allez-y. Oui, tout à fait d'accord. La question, est-ce qu'on l'est un bon amant ou on le devient ? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas un bon amant, quelles sont les chances ? Je pense qu'il y a quand même, au départ, des facilités. Voilà. Comme pour tout. Sincèrement, Vincent, je crois que... Mais on pourra donner quelques paramètres, si vous voulez, d'ici 16 heures. Ça sera peut-être intéressant. Merci en tout cas, Alex, de cet échange tout à fait passionnant aussi. Comme quoi les hommes sont importants aussi à témoigner aujourd'hui dans cette émission fondamentale quand même. C'est la parité. On est d'accord. Allez, on fait une petite pause. On va avoir le Love Conseil du jour. Et puis, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai vu récemment et qui est formidable et que je vous invite à aller voir parce qu'il reste plus beaucoup de représentations. Et c'est Trinidad qui sera avec nous dans un instant. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Vincent Hupertan, puisque Alex nous dit qu'un bon amant, c'est celui qu'on prend quand on est marié, j'ai trouvé ce Love Conseil. Est-ce que on va parler de la liaison parallèle, c'est-à-dire une relation extra-conjugale, et est-ce qu'on peut raisonnablement se conditionner pour avoir une relation extra-conjugale sans aucun danger ? Voilà le Love Conseil du jour. Et évidemment, moi, je réponds non, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'avoir, cette relation extra-conjugale, mais on ne peut pas l'avoir sans danger parce qu'il est impossible de rationaliser nos sentiments de toute façon. Et même si vous pensez que vous n'allez pas tomber amoureux de la personne que vous prenez en plus de votre épouse ou de votre mari, vous pouvez à un moment ou un autre vous retrouver piégé et parfois même au moment où vous y attendez le moins. Moi, j'ai tendance à dire que quand on rencontre quelqu'un pour avoir juste des relations conjugales, extra-conjugales, en général, il vaut mieux arrêter au bout de 6 ou 7 fois parce que sinon, on risque fort de tomber amoureux parce que si on continue à en avoir envie, c'est qu'il se passe autre chose que simplement du sexe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On se piège soi-même, en fait. Oui, parce que plusieurs fois, ça va. Et 6-7, parfois, on est déjà bien coincé. Déjà, la première fois, ça peut être dangereux. Voilà, bon. Donc, avoir une autre relation sexuelle, c'est toujours modifier son équilibre affectif. Donc, c'est pas anodin. Parfois, ça peut être positif pour vous, parce que mais je crois que l'important, c'est de pas vous voiler la face. Et donc, voilà les quelques conseils que je peux vous donner. D'abord, comprenez pourquoi vous avez envie d'un ou d'une autre partenaire. Voyez si vous êtes prêt à prendre le risque d'en payer le prix fort, sachant que le prix fort, c'est évidemment l'éventuelle rupture si l'autre découvre votre infidélité. Voyez aussi si cette personne qui vous attire, c'est l'attrait d'une aventure ou c'est plutôt l'envie de se sentir exister ou plutôt l'envie d'être à nouveau dans une relation où il y a beaucoup d'affect, voire de passion. Tout ça, déjà, c'est pas pareil. Se sentir aimé. Oui, quand je dis exister, c'est se sentir aimé. En effet, vous avez raison. Ensuite, voyez si vous n'êtes pas dans une phase de votre vie où tout est un petit peu trop fade et que vous avez peut-être envie que ça bouge, vous avez peut-être envie qu'il se passe des choses dans votre vie.
À ce moment-là, réfléchissez bien, parce qu'il n'y a pas que l'adultère, il peut y avoir le sport, les arts, les aides humanistes, le jeu, les voyages. Voilà, donc faites ce bilan-là. Une fois que vous avez fait ce bilan-là, si vraiment vous avez envie d'aller coucher avec votre collègue, allez-y, moi je vous donne, la solution, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux de se poser ces questions-là, ça évite bien des drames, parce que malheureusement, l'infidélité reste encore la première cause de séparation. Tout à fait. Ça casse l'équilibre du couple, parce que le couple n'est plus le même avant, après. Même si l'autre est dans l'ignorance, le couple, il y a une autre dimension, parce qu'il y a un troisième qui arrive dans le couple, donc les rapports de force sont complètement changés. Voilà, c'était le Love Conseil du jour. Nous accueillons Trinidad. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Ravi de vous revoir. Alors Trinidad, pour ceux qui écoutent cette émission depuis longtemps, vous savez que pendant quelques années, elle faisait sa chronique, que nous adorions, avec toutes vos imitations, etc. Eh bien, j'ai enfin réussi à aller vous voir, parce que vous jouez ce spectacle déjà depuis pas mal de temps, Pour que tu t'aimes encore. C'est au Funambule à Paris, dans le 18e. Et alors, franchement, on vous y retrouve tel que je vous connais, c'est-à-dire à la fois avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'imitations de chansons, etc. Et puis une énergie sur scène extraordinaire. Moi, franchement, je trouve que c'est un spectacle qui peut aussi aider. C'est plus peut-être un spectacle pour les femmes, même si les hommes sont bienvenus, ça les aidera peut-être à mieux comprendre aussi ce qu'est une femme. Donc, ils en ont encore besoin, parce que le titre Pour que tu t'aimes encore, en fait, c'est vraiment pour montrer à quel point c'est compliqué finalement de s'aimer, de devenir ce qui on est. C'était ça votre objectif? C'était ça mon objectif, oui. Et puis, je suis très contente d'être là. Ça me fait bizarre de ne pas avoir mon iPad. J'ai mis les mains dans les poches. Oui, c'était ça l'objectif, parce que c'est un chemin, et que c'est fou de voir à quel point on ne s'aime pas. Enfin, beaucoup de gens ne s'aiment pas, beaucoup de femmes ne s'aiment pas. Et si on ne s'aime pas, on attire forcément des personnes, des êtres, des compagnons, qui vont abonder dans ce sens. Donc c'est d'abord un chemin personnel, je pense. Enfin, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Un chemin personnel d'apprendre à s'aimer. C'est ce que je dis, c'est encore et encore. Voilà, parce que dans le corps, dans le faut corps, qu'on comprenne bien, parce que vos jeux de mots parfois, comme je dis souvent, on a le recueil du spectacle. C'est vrai que j'ai relu un petit peu. C'est vrai il y a tellement vous jouez tellement avec les mots que il y a forcément des choses qui nous échappent quand on va voir le spectacle. Oui, puis l'histoire aussi des modèles. J'ai construit à travers les modèles, parce que je pense que il y a eu plusieurs constats pour ce spectacle. Effectivement, le fait qu'il y a une régression au niveau de la sexualité, enfin malgré tout ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on trouve normal d'aller manger des pancakes en forme de pénis, comme j'en avais parlé une fois, mais on trouve pas normal qu'il y ait clitoris dans la bouche d'une femme dans un spectacle. Voilà, ça peut choquer. Il y a aussi les modèles. Je suis souvent aller dans les écoles pour une intervention dans les écoles, et on interdit aux jeunes filles de se mettre en short ou en décolleté, sachant que le décolleté n'est pas le même si vous faites un 85B ou un 105F. Donc qu'est-ce que c'est qu'un décolleté, et si on ne veut pas qu'elles montrent leur décolleté, qu'est-ce qu'on leur présente comme modèle? C'est sûr que si on leur présente des Rihanna, des Beyoncé, des Shakira ou autres qui sont en décolleté, vous avez envie d'être comme les modèles qu'on vous présente. Donc pour moi il y a une logique. Et puis effectivement, il y avait aussi l'affaire MeToo, où je me suis dit, mais finalement, on est toujours au stade de victime. Quoi qu'on fasse, on voit les femmes comme des victimes. Et non, je pense que qu'on se reconnaisse soi comme victime quand on subit quelque chose, c'est important de se reconnaître soi, je pense. Mais après, il faut faire le chemin pour sortir de cet état, parce que sinon, pareil, je pense qu'on continue à attirer des choses qui alimentent cette blessure. Voilà, c'est tous ces constats-là qui ont... Alors vous, Vincent Hupertan, vous recevez que des hommes en tant qu'urologue. Il y a très peu de femmes qui osent consulter un homme. C'est plutôt ça le constat. C'est que, ah oui. Oui, les seuls que j'ai vus viennent en éclaireur pour savoir si le mari a l'intérêt de venir me voir. C'est plus comme ça que j'ai vu des femmes que pour des femmes qui viennent pour leurs problèmes à elles ou du couple. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il me semble aujourd'hui que c'est quand même encore plus facile de se construire en tant qu'homme qu'en tant que femme. Même oui, c'est si plus facile. Même si c'est moins facile peut-être.
Je pense que dans la société d'aujourd'hui, il y a plein de défis. Aujourd'hui, on est à l'époque de l'image de soi. Donc, il y a une telle pression médiatique, il y a les TikTok, il y a les réseaux, tout ça. Donc, on est très dans l'image. Donc, on nous montre une image, on nous montre le modèle. Donc, tout le monde essaie de copier le modèle. Alors, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, grâce justement au genre, on peut dire ce qu'on veut du genre, mais c'est quand même relativement récent. On peut être la femme qu'on a envie d'être ou l'homme qu'on a envie d'être. On n'est plus stéréotypé dans la norme hétérosexuelle du siècle dernier, non? Enfin, je sais pas, Trinidad. Oui, mais pour autant, par exemple, je discutais, vous savez combien j'aime les vêtements, et je discutais avec des personnes. Et les couleurs. On me disait, un homme, c'est simple, il arrive dans une boutique, il essaye un truc, il dit, ok, vous l'avez dans combien de couleurs? Ok, je prends tout. Voilà. Et une femme, quel que soit son physique, quel que soit son âge, quelles que soient ses formes, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Et je l'ai constaté il y a pas très longtemps. Oui, j'ai rien à me mettre. Oui. Voilà, soit j'ai rien à me mettre, soit non, mais là, ça me. Alors, vous savez ce que disent les psys? Ça vient de notre manque de pénis. C'est une question de phallus. J'ai rien à me mettre. Je n'ai rien à me mettre. Non, mais c'est une interprétation psy. Mais elle est intéressante. Mais c'est vrai, quand une femme dit j'ai rien à me mettre, vous ouvrez son placard, il y a plus de fringues que chez un homme. Hein. Ah oui, ça. Non mais. Mais c'est vrai que voilà, le rapport au corps est plus compliqué, je pense, pour les femmes, quoi qu'il arrive. Quoi. Le rapport au corps des hommes par rapport au pénis, là encore une fois, je parle dans l'immédiat du cabinet, parce que ce que j'entends au cabinet, on n'entend pas ni à la récré, ni dans les happy hour le soir après le job, c'est et que je suis dans les mêmes stéréotypes à tous les âges, de l'érection, de la taille, de ce que attendent les femmes, etc. Donc on est encore pas victime, mais il y a une pression. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le spectacle de Trinidad en ce moment au Funambule, Pour que tu t'aimes encore, c'est un spectacle où vous parlez de la femme et de comment on devient femme soi par rapport à tous les modèles qui sont là. Mais je sais que vous avez un peu envie d'écrire après un spectacle sur les hommes, donc il faudra que vous rencontriez Vincent Hubertan. Oui, avec plaisir, je suis en plein dedans là. J'ai plein d'idées. J'ai pas de modèle. Là, il y a juste le petit passage où je parle justement de l'érection, où je dis que selon l'âge, on peut comparer l'érection de l'homme au paiement au péage. C'est-à-dire quand vous êtes jeune, c'est le télépéage, ça se lève tout seul. L'âge mûr, c'est le paiement par carte, faut viser la fente. Et le troisième âge, c'est le paiement par pièce. Et là, on n'est pas sûr d'arriver à ce que ça se lève, quoi. Voilà. Sauf que maintenant, ça se dématérialise. C'est ça. Oui. Non, mais en tout cas, votre spectacle, je l'ai dit, c'est au Funambule. Il reste plus beaucoup de soirs, donc n'hésitez pas. C'est ce soir, notamment à 19h, et le mercredi à 21h, le lundi prochain à 21h. Enfin, c'est assez changeant, donc le mieux, c'est d'aller voir sur le site du Funambule. En fait, une semaine, c'est 19-21, une semaine, c'est 21-19. Ouais, ça aide. Ça aide, sauf que si on veut y aller mercredi, on ne sait pas quelle semaine on est. Donc voilà. En tout cas, Trinidad, je crois que beaucoup d'auditeurs de Sud Radio vous connaissent. Et si vous avez envie de profitez encore de la présence de Trinidad, allez voir ce spectacle, c'est jusqu'au 29 mai, tous les lundis et les mercredis, et puis pour l'horaire, vous irez vous renseigner. Et puis bravo, parce que franchement, j'ai été impressionnée de cette énergie que vous développez sur scène, et toutes ces voix que vous arrivez à prendre, et puis cet humour qui vous caractérise et cette intelligence, parce que en effet il y a de la réflexion derrière tout ça, c'est pas juste pour nous faire rire, ça interpelle aussi, et donc c'est en ça que c'est vraiment un superbe spectacle. Voilà. Merci pour que beaucoup. Tu t'aimes encore. Merci Trinidad. Merci. On fait une petite pause et on revient sur notre sujet du jour. Qu'est-ce qu'un bon amant? Tiens, Trinidad, c'est quoi pour vous un bon amant? Vous n'échappez pas c'est quelqu'un avec qui je me sens bien, avec qui je peux être sincère, moi contrairement, voyez-vous, avec qui je peux me laisser aller en toute confiance. Voilà. Qui vous permet de lâcher. Oui. Mais alors, il faut quoi? Il faut qu'il soit évidemment à l'écoute, qu'il soit... Oui, qu'il soit à l'écoute, qu'il soit doué de ses mains, de son pénis, de son cœur, de sa peau. Voilà, c'est un tout. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est une fusion, quoi. C'est une fusion, donc
Un bon amant, c'est quelqu'un avec qui cette fusion se fait. Vraiment, pour moi, c'est l'abandon. C'est le seul endroit où on peut s'abandonner. Ça et la piscine. Vous voyez, quand vous sautez dans la piscine, c'est un moment où vous savez que vous risquez rien. Et ben là, c'est ça. Un bon amant, c'est quelqu'un où vous pouvez vous lâcher. D'accord. Mais ça peut pas être le premier soir. Si? Ça dépend dans quel état on est, je sais pas. Ça dépend de la profondeur de la piscine. Merci Trinidad. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Huberton est avec nous, urologue, sexologue, et nous essayons de mieux comprendre ce que les femmes attendent d'un homme lorsqu'elles prennent un amant. Alors après, est-ce que c'est leur mari ou est-ce que c'est un amant? La question a été posée, et chacun y mettra la réponse qu'il veut, parce que finalement ça dépend de l'éthique de chacun. Exact. Je pense qu'il n'y a pas... Il y a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Mais je pense, Isaac, vous l'avez rencontré, vous, cet amant extraordinaire. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Lisa. Bonjour. Alors oui, j'ai eu cette chance, on va dire, j'ai eu 2 périodes de sexualité dans ma vie. La première période avant 40 ans, 41 ans, qui était assez conventionnelle, on va dire. Et puis un jour, voilà, je suis tombée sur un homme qui a exercé ses fantasmes sur moi. Et il se trouve que ça m'a totalement, comment dire, épanouie, libérée. Enfin, je sais pas comment qualifier ça. Ça veut dire qu'en fait, il vous avait fait plein de choses différentes, quoi, si je comprends bien. Complètement. Alors c'était une révélation. C'était voilà, on va dire c'était maintenant avec le recul, c'était du SM soft, on va dire. Mais alors il a vraiment, il était très à l'écoute en fait de mon corps et Alors, vous voyez, Isa, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais c'est vraiment intéressant parce que, quoi qu'on en dise, il y a chez beaucoup de femmes, le SM soft, comme vous dites, peut les révéler et peut leur apporter. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Et moi, je me souviens, j'avais été assez, j'avais trouvé assez nul 50 nuances de grès, mais à force d'entendre des auditrices qui m'avaient dit que ça avait développer leur libido et réveiller leur désir, je me suis inclinée. Oui, alors moi le film m'a pas conquis, mais effectivement mon expérience personnelle de ça. Et en fait c'est un homme qui prenait les initiatives, c'est-à-dire que comme je vous disais, il était vraiment à l'écoute de mon corps et il s'est découvert en même temps parce que il avait jamais fait ça avec d'autres femmes en fait. Alors que il s'est découvert en même temps, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Donc c'est vraiment on a eu une relation assez longue. C'est une rencontre, étonnante, quoi. Chacun. Très étonnante. Et alors je vais vous raconter parce qu'en fait, il m'interdisait de jouir, c'est-à-dire que vraiment pour développer au maximum l'attente et l'explosion finale, quoi. Donc ça c'était extraordinaire. Et il me parlait bien sûr en faisant l'amour, il parlait énormément. Et il s'oubliait. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on en était vraiment bien avancé dans notre relation, je lui ai dit, mais écoute, j'ai l'impression que tu pratiques le tantra sans le savoir. Parce qu'en fait, il s'interdisait lui aussi d'éjaculer. Et en fait, il s'intéressait uniquement à mon plaisir. Donc et pour lui, c'était son plaisir, quoi. Voilà. Donc évidemment, on avait des rapports au bout d'un moment, oui, avec de la pénétration et tout, mais c'était pas l'objectif. Son objectif, c'était de faire monter votre jouissance pour que l'orgasme soit extraordinaire. Qu'il y ait une explosion. Parce qu'il faut rappeler peut-être la définition. On parle de jouissance dans cette montée de plaisir et on parle d'orgasme quand ça explose. C'est-à-dire que la jouissance est tellement forte qu'à un moment donné, il faut que ça explose parce que sinon, le corps ne peut plus, quoi. C'est ça. Et en fait, j'ai constaté après en y réfléchissant que c'est le seul homme avec lequel je n'avais pas de fantasme en faisant l'amour. C'est-à-dire que je me laissais complètement guider par lui. Et c'était lui mon seul, comment dirais-je, parce que vous savez, on a des images dans la tête quand on fait l'amour, quelquefois avec certains hommes, voilà, on fait appel à des lectures. Vous savez que vous êtes en train d'énerver les néo-féministes, Isa. Ah bon? Oui, parce que là, vous parlez de la soumission de la femme à son maître qui la domine.
100% pour. Ah non, franchement, au niveau du plaisir, c'est très intense. Il n'y a pas photo. Après, mais voyez, ce qui est intéressant, vous avez parlé de SM Soft, et on revient toujours à la même chose, c'est que au fond, vous êtes totalement soumise, mais celui qui est soumis, c'est lui, puisqu'il est soumis à votre plaisir. Exactement, c'était ça qui était extraordinaire, c'est que la relation elle prend un tour complètement inattendu et effectivement c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que c'est l'homme qui finalement se retrouve dévoué à notre plaisir. Non, franchement, moi, c'est une expérience incroyable. Et aujourd'hui, on est toujours en contact, voilà, de temps en temps, ça fait. Et pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce que moi, j'attendais plus. Mais il savait qu'il ne pouvait pas me l'offrir. C'était un homme qui était, chef d'entreprise. Vous aviez envie d'une vraie relation. Moi, je voulais une vraie relation et lui, il ne voulait pas. Donc, il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas. Voilà. Donc, du coup, on s'est séparés parce que j'ai fait un peu des caprices, quoi, on va dire ça. Voilà. Je voulais autre chose. Oui. Vous êtes une femme. Voilà. Non, mais honnêtement, voilà. Bon, après, maintenant, j'ai rencontré mon mari depuis 8 ans. Parce que donc là, maintenant j'ai plus de 60 ans, donc. Mais mon mari est aussi un très très bon amant, alors dans un style différent, mais il s'occupe aussi également de mon plaisir, parce qu'en plus il est un peu frustré, et moi aussi, parce que je vous l'avais déjà raconté, Brigitte. En fait, moi, j'ai plus tellement de plaisir vaginal, même plus du tout. Alors, est-ce que c'est lié à l'intervention chirurgicale, etc. ou psychologique, j'en sais rien. Mais en tout cas, en revanche, le plaisir clitoridien est très présent. Et du coup, mon mari, sachant ça, ça lui arrive, par exemple, alors là, je pars au quart de tour, il se met à l'envers dans le lit, c'est-à-dire, il regarde mes fesses, on va dire. Il se masturbe et il me fait un petit en même temps. Enfin, là, c'est très. Voilà, donc, il est réellement à votre plaisir, aussi, bien sûr. Voilà, il est extraordinaire. Avez-vous des fantasmes actuellement? Écoutez, non. Franchement, j'ai tellement vécu de choses extraordinaires et que oui, mais vous avez raison. Non, vraiment. Non, mais je crois que c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on a vécu beaucoup de choses, on a tout connu. Bon, le fantasme, c'est quand même un imaginaire de quelque chose qu'on pourrait avoir envie. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes encore dans la jouissance et dans le désir d'obtenir des orgasmes. Donc, moi, je pense que le fantasme est nécessaire quand on est un peu en panne de son désir. Mais sinon, une fois quand on est dans la capacité à avoir du plaisir et dans l'envie d'en avoir, le fantasme n'est pas forcément nécessaire, non? Qu'est-ce que vous en... Après, ça dépend de la vie, ça dépend de rencontres, voilà. Mais je crois aussi que le fantasme, ça fait quand même partie. On a toujours envie de quelque chose, donc c'est fantasme, pas nécessairement des choses qu'on n'a pas fait, même retrouver ce qu'on a déjà connu. Donc, si on a connu un monde parfait, un érotisme parfait avec quelqu'un, peut-être on a envie de passer par les mêmes étapes, je crois. Oui, mais là, c'est pas un fantasme au sens... non, j'entends. Voilà. Oui, j'entends ce que vous dites. Je crois qu'on a perdu Isa, on essaie de la retrouver. C'est pas grave, ça y est, je pense qu'on a retrouvé Isa. Oui. J'ai pas entendu du coup ce que vous avez dit en dernier. On évoquait justement la question des fantasmes. Je disais moi que c'est pas forcément nécessaire à partir du moment où on est toujours dans le désir d'avoir du plaisir et qu'on a toujours du plaisir. Donc, mais c'est vrai que le danger de ne pas avoir de fantasme, c'est qu'on peut tomber dans une routine avec son partenaire. Avec la lassitude, du coup, avec l'éloignement et puis se projeter sur quelqu'un d'autre, parce que c'est le danger. Moi, le problème, c'est que je ne veux pas. J'ai plus envie de prendre des initiatives. En fait, j'ai pas envie que ça soit moi l'instigatrice du rapport. Alors peut-être parce que. Et du coup, mon mari, j'attends que ça soit lui qui vienne. Mais bon, on a une libido très très correcte, mais pas hyper fréquente. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Mais si ça vous convient bien. Et ça nous convient. C'est qui compte, c'est tout ce qui compte. Voilà. Il n'y a pas non plus besoin d'être. Chacun. Mais si c'est
moi qui suis à l'initiative du rapport, ça me plaît moins en fait que le fait qu'ils viennent me chercher. Vous voyez, c'est. Oui, vous êtes devenue une femme soumise. C'est comme avec votre amant que vous avez connu auparavant, c'est-à-dire vous aviez juste besoin de vous laisser porter et que c'est l'autre qui a l'initiative sur les fantasmes, sur les jeux et que. Et qu'à défaut, c'est très bien la vie actuelle, mais ça aurait été bien sympa de te rencontrer, de vivre la même chose, n'est-ce pas? Oui. Non, mais je suis pas mécontente de mon mari. J'ai même l'impression que ça vous va bien. Cela étant dit, il faut toujours faire attention parce qu'une femme qui ne donne pas sa jouissance à l'homme, quelque part, c'est aussi une femme qui prend le pouvoir et qui le domine en ne se lâchant pas. Donc finalement... c'est pas si simple. L'important, c'est que les deux soient contents et ça a l'air d'être votre cas, Isa. Donc, tout va bien. Donc on va lui donner une bonne note aussi à cet amant. Oui, moi je crois un bon 7. On lui donne un bon 7. Merci Isa en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup Vincent Hupertan. Je rappelle le titre de votre livre, l'Encyclopénis, où on trouve toutes les réponses qu'on peut se poser sur justement la sexualité des hommes. C'est aux éditions Le Duc. Demain, on retrouve Christian Jamin et on va se poser la question de la thyroïde. D'abord, quel est son rôle? On sait qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, qui ont des problèmes de thyroïde. Et puis, c'est quand même le symbole de notre vitalité, de notre désir de vivre. On se posera aussi cette question-là, justement, demain. Et la dysfonction thyroïdienne participe à la dysfonction sexuelle en général. Je sais. Elle participe aussi à la construction sexuelle. Enfin, c'est pas rien, cette petite glande. Tout à fait. Ça ressemble à un papillon. Ça permet de prendre son envol aussi. Voilà. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.